Donc bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui, sachant qu'on a eu des petits problèmes logistiques pour la publicité, mais merci d'avoir répondu donc présent ce matin. J'ai le grand plaisir donc de présider cette conférence aujourd'hui, cette table ronde qui va porter sur la question des défis de la résolution des conflits au Mali. Pourquoi cette conférence aujourd'hui? Parce que premièrement, Aurélie Campana, professeure en sciences politiques, Bruno Charbonneau, professeur en sciences politiques à la Laurentienne et directeur du projet Franco-Paix et chercheur aussi associé à la chaire Raoul Dandurand, et moi-même, sommes membres d'un projet donc sur le Mali qui s'intéresse à la question des enjeux et des impacts et des conséquences donc de la question de la stabilisation de la situation au Mali aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Bruno après pour présenter le projet. Mais comme on finit en fait un cycle d'études par la production d'un certain nombre de rapports que chaque membre a produits, on a décidé d'organiser une conférence, un cycle de conférences un peu partout au Québec et au Canada puis à l'international. Et donc forcément à l'Université Laval en partenariat avec le CIRAM. Et je me suis permise donc pour agrandir la table des discussions, d'inviter donc deux autres participants, donc Maïmonatou Yatara qui est étudiante au doctorat en développement rural intégré à la FSAA, qui participe au projet FASAM, donc je vous laisserai le présenter, et qui travaille donc pour son doctorat sur le Mali. Et Steve Tiwa Fomekong, qui est étudiant au doctorat à la faculté de droit et qui nous présentera la question de la qualification juridique de la situation aujourd'hui au Mali. Donc je suis ravie que vous ayez accepté de participer pour venir donc parfaire le tableau de la situation actuelle à Bamako et puis au Mali en général. Donc la formule est assez classique, je pense. On va prendre 10-15 minutes chacun pour présenter. Je vais laisser Bruno présenter le projet pour commencer. Et puis ensuite, on pourra y aller dans l'ordre. Donc Aurélie, puis moi, puis peut-être Maïmonatou et puis Steve. Et ensuite Bruno. Ça vous va? Oui. Puisqu'Aurélie parle des questions sécuritaires, je pense que ça pose le tableau. Ouais. Ça vous va? Parfait. On prendra les questions par la suite, ou si vous voulez nous interrompre et que vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire aussi. Donc Bruno, je te laisse la parole. Merci Marie, merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Je suis bien content d'être parmi vous. Juste rapidement, vous présenter le tableau. Le Centre Franco-Paix en résolution de conflits et mission de paix que je dirige fait partie de la famille de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Créé en janvier 2016, et le projet Mali, pour raccourcir le titre, comme j'aime bien l'appeler, a commencé officiellement en septembre 2016. La première phase s'est terminée officiellement le 31 mars dernier, mais bon, on a une deuxième phase qui est l'aspect régional, disons, de la crise. C'est un projet qui a été financé par le gouvernement du Canada. Tu peux peut-être la prochaine. C'est un projet de recherche donc que je dirige à partir du Centre Franco-Paix avec nos collègues canadiens essentiellement, ou presque tous canadiens, qui se concentrent sur les aspects politiques et militaires, pas militaires, pardon, sécuritaires de la question malienne. Donc c'est vraiment, on parle évidemment, on touche à d'autres questions, mais dans son ensemble, ce sont les questions politico-sécuritaires qu'on regarde, et on a identifié 7 axes de recherche prioritaires avec chacun des collègues, chacun des collègues étant responsable d'un axe. Donc le professeur Jonathan Sears à Winnipeg qui s'occupe de la question de la gouvernance, la professeure Bagayoko, française, ancienne de l'OIF, maintenant à Séoul, qui fait partie aussi de l'African Security Sector Network, qui s'occupe de la RSS. Évidemment, Marie Brossier, Cédric Jourde de l'Université d'Ottawa, qui travaille sur les aspects, surtout on a appelé ça les dynamiques ethno-raciales de casque genré. Leur rapport sur le centre Mali va être disponible dans les prochaines semaines. On a Adam Sander, notre expert réseau, groupe armé du conflit, etc., qui écrit un excellent rapport qui est disponible.
Aurélie ici, évidemment, qui va nous parler des groupes terroristes, qui est responsable de ces groupes-là. Professeur Christian Leprec a travaillé sur le quantitatif beaucoup, dont 2 rapports qui vont être disponibles aussi dans les prochaines semaines sur un portrait géographique, mais aussi sur la question des ressources naturelles et leur lien avec le conflit. Et finalement, moi-même, qui est responsable de l'aspect international du conflit, donc notamment l'intervention internationale, tant du point de vue de la MINUSMA, l'ONU, que l'opération Barkhane française et maintenant, évidemment, G5 Sahel. Tout ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec plein de gens, évidemment. Adib Ben-Sherif, notamment, a écrit un rapport avec nous. Là, ici, j'ai juste inclus les gros rapports du projet. Mais on a aussi le bulletin Franco-Paix, qui est une publication mensuelle au Centre Franco-Paix, où on a eu quelques rapports maliens par des Maliens qui ont été écrits sur le Mali. La majorité de ces rapports-là sont aussi le produit de plusieurs semaines, sinon mois de recherche sur le terrain. Beaucoup à Bamako, un peu à Niamey, Ouagadougou, Paris, New York, des centaines d'entrevues, donc depuis 1 an et demi. Etc., etc. Vous avez la liste des rapports à venir. Et finalement, effectivement, si tu peux changer la slide, tout ça dans un contexte aussi de discussion, de débat, comme aujourd'hui. J'aime bien blaguer, le Mali World Tour, qui est essentiellement de tout simplement diffuser justement les résultats de nos travaux, mais d'en discuter, d'en débattre. Dans un contexte aussi que je suis à rédiger un rapport final qui est supposé venir avec des solutions ou des recommandations et tout ça. Donc, évidemment, on fait le tour. J'ai déjà été à Paris, Ottawa, Montréal, Québec aujourd'hui, Halifax jeudi. Et puis, le gros événement, en fait, ou potentiellement 2 gros, mais certainement le premier, c'est celui de Bamako, 4 et 5 mai. Donc, je ne sais pas si vous allez être à Bamako, madame, au mois de mai, mais vous êtes la bienvenue, évidemment. Le programme devrait être rendu public, j'espère, lundi prochain. Mais il est presque complet. C'est juste quelques détails à confirmer. Donc, à l'EMP, à l'École de médecine de la paix à Bamako. Suivi d'un petit événement à Bruxelles, et à New York, reste à voir si ça sera possible. C'est un peu plus compliqué à New York, puis beaucoup plus cher. Mais c'est ça, donc aujourd'hui c'est dans ce contexte-là d'échanger entre nous sur les enjeux du conflit au Mali, parce que je pense que il y a évidemment des enjeux très maliens, mais je pense que ça va au-delà du Mali aussi, personnellement. En termes tant d'intervention internationale que des aspects régionaux pour le Sahel, etc. Donc, c'est ça pour présenter le projet. Donc, je laisse faire. Merci, Bruno. Aurélie, je pense qu'on peut te laisser la parole. Okay. Merci à toutes et à tous de votre présence ce matin. Merci Bruno pour la présentation du projet. Donc, comme indiqué dans la diapositive précédente, j'étais responsable des groupes terroristes, pas de leurs actions, on s'entend. Et j'ai produit un rapport qui s'intitule Entre déstabilisation et enracinement local, les groupes djihadistes dans le conflit malien depuis 2015. Et ce que je cherche à montrer, en fait, je cherche à montrer 2 choses dans le rapport. Premièrement, que ceux que l'on qualifie de groupes terroristes, qui sont en général des groupes djihadistes, sont des acteurs importants dans le conflit aujourd'hui. Depuis 2015, ils l'ont été avant bien entendu, mais particulièrement 2015, mais ce ne sont pas les seuls acteurs qui produisent de la violence, loin s'en faut. Ils sont enchâssés dans une dynamique conflictuelle dans laquelle se superposent les différents clivages. Il y a des tensions intercommunautaires, intracommunautaires, tribales, ethniques, religieuses, qui peuvent alimenter ces violences, nourrir ces violences, et qui ont conduit à une évolution du conflit depuis 2015. Et j'interroge d'ailleurs un petit peu, ça fera peut-être écho, Steve, à ce que vous allez dire tout à l'heure, la manière dont on qualifie, pas d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue très pratique ou très scientifique, quand je dis scientifique, c'est en sciences politiques, le conflit. On parle beaucoup aujourd'hui d'une guerre contre le terrorisme. Il me semble que cet angle d'approche contient un certain nombre d'angles morts parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce conflit, oui, est caractérisé par un certain nombre de violences que l'on pourrait qualifier de terroristes. La multiplication, entre autres, des attentats menés, je ne sais pas comment dire en français, c'est tout ce qui est remote violence, c'est les attentats menés à distance à l'aide d'engins improvisés cachés dans les routes qui ciblent
des représentants de la MINUSMA, de l'armée malienne, des forces françaises, mais aussi des civils. Hein. Il y a eu plusieurs attentats à ce titre qui ont été menés récemment et qui ont malheureusement et tragiquement touché entre autres des bus de civils dans la région que l'on appelle des trois frontières, qui est commune au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Donc un certain nombre d'angles morts qui, me semble-t-il, nous empêchent de voir ce que je tente d'analyser dans le rapport, à savoir les dynamiques relationnelles entre les différents types de groupes. On ne peut pas isoler ces groupes terroristes, ces groupes djihadistes, des dynamiques locales dans lesquelles ils sont insérés. Ce que je dis également, c'est que ces groupes ne vivent pas en apesanteur dans la société malienne, hein, comme dans d'autres contextes. Ils sont au contraire enracinés localement. Et depuis l'intervention française Serval en 2013, ils ont fait quelque peu évoluer leur stratégie. À savoir qu'en 2011-2012, avant le déclenchement du conflit et au moment du déclenchement du conflit, ils ont essayé de s'installer localement avec plus ou moins de difficultés. Ils ont beaucoup utilisé la violence pour s'implanter dans les villes conquises. Une fois que les Français interviennent, ces groupes sont chassés des principales villes du Nord. Ils se replient dans le monde rural. Ils se replient également à l'extérieur des frontières du Mali, entre autres Niger et Algérie, Libye, bien entendu. Et ils vont revenir. Ils vont revenir parce qu'ils ne sont pas extérieurs aux dynamiques de la société malienne. Et ce ne sont pas que des acteurs qui viennent de l'extérieur. Il y a des Maliens qui sont à la tête de ces groupes, entre autres du groupe en Sardine, Yadat Gali, qui est un Touareg malien. Il y a également des individus d'autres nationalités, mais qui sont présents dans cette région depuis très longtemps et qui ont pu se construire des réseaux au niveau local, qui vont donc profiter des contacts qu'ils ont, des contacts claniques, des contacts tribaux, des contacts aux quatre coins du nord du pays et du centre, pour revenir de manière plus discrète, mais revenir très certainement et accentuer certaines activités, comme des activités de prosélytisme que certains de ces groupes mènent aujourd'hui très très ouvertement dans le centre du Mali. Ils utilisent toujours la violence pour s'imposer, mais force est de constater que dans une logique de concurrence entre différentes versions de l'islam, ça, Marie sera peut-être plus à même d'aborder cette question-là, parce que c'est une question sur laquelle je n'ai pas travaillé directement. Ces groupes dits terroristes, djihadistes, sont dans une logique, adoptent une logique d'implantation locale, en faisant entre autres valoir que l'État malien déficient, pour ne pas dire totalement absent dans certaines régions du pays, n'est plus capable de jouer son rôle, entre autres de produire de la sécurité, de fournir ce bien public qu'est la sécurité, et que eux, de par leur implantation locale, les réseaux dans lesquels ils sont insérés, les biens qu'ils sont capables de fournir, entre autres la sécurité, mais pas uniquement, peuvent se substituer finalement à l'État malien. Donc ils sont dans une logique d'implantation locale, ils mettent en place des outils de gouvernance qui ne pénètrent pas la totalité des régions dans lesquelles ils sont présents, parce qu'il y a une résistance de la part de certaines populations locales, mais on note aussi une adhésion dans certaines régions, soit sous la contrainte, l'utilisation de ce que moi j'appelle dans mes travaux une violence de contrainte, des groupes insurgés, qu'ils soient djihadistes ou pas, qui vont utiliser la violence pour contrôler un territoire et les populations, et en l'absence totale de groupes concurrents ou de l'armée malienne dans ce cas-là, ou des forces internationales sur ces territoires, force est de constater que ces groupes parviennent bon an mal an à s'implanter et à contrôler ces territoires tout en exerçant une pression énorme sur les populations locales. Mais il y a aussi une adhésion volontaire de la part de certains jeunes, entre autres, mais pas uniquement, qui voient éventuellement dans ces groupes une alternative et un moyen de se sortir d'une logique sociale, sociétale, qui ne leur permettent pas forcément d'avancer. Il y a beaucoup de travaux sur la radicalisation dans cette région-là qui montrent bien que la structuration de la société malienne, des sociétés sahéliennes de manière générale, produisent ce que certains perçoivent comme des inégalités, des inéquités qui sont enracinées dans la durée, et qu'au final, ces groupes-là mettent en place une propagande qui vise à faire valoir que l'offre qu'ils diffusent à travers leurs actions de prosélytisme ou leurs actions de recrutement va permettre à ces jeunes de sortir de la logique dans laquelle ils se sentent
pour certains enfermés, va leur ouvrir d'autres perspectives et va entre autres leur permettre de contourner un ascenseur social qui est complètement bouché pour certains. Donc toute la première partie du rapport, elle porte sur ces dynamiques-là et elle insiste vraiment sur le fait que ces acteurs sont à la fois des acteurs parmi d'autres, importants certes, je ne le cache pas, mais parmi d'autres du conflit actuel, qui se retrouvent de plus en plus structurés horizontalement et non plus verticalement. On n'est plus simplement dans une logique d'affrontement nationaliste touareg contre le gouvernement malien. On est vraiment dans une logique horizontale dans laquelle les tensions sont alimentées, comme je l'ai dit, par des conflits intercommunautaires, tribaux, claniques. Et dans la deuxième partie du rapport, je reviens sur les groupes djihadistes en tant que tels, les logiques d'alliance et de désalliance qui les guident. J'essaye d'expliquer le pourquoi de cette fluidité et à mon sens, le principal élément d'explication vient des relations interpersonnelles qui lient ou qui... Comment je vais dire ça qui creusent les fossés entre les différents leaders de ces groupes. Ces alliances s'avèrent être particulièrement instables. On l'a vu entre 2012 et 2014. On le voit également depuis 2015. Aujourd'hui, il y a un groupe qui semble tenir le haut du pavé. Il faut que je reprenne son nom parce que moi, les acronymes, ça fait 2, voire 3. Il me reste combien de minutes, Marie ? 5 minutes. 5 minutes, tout ça. Je vais essayer de faire court. Le groupe, en français, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est une alliance entre plusieurs groupes djihadistes, une alliance dirigée aujourd'hui par le leader d'Ansardine, Yadad Ghali, qui semble tenir le haut du pavé. Mais il y a d'autres groupes également beaucoup plus locaux, qui sont plus ou moins alliés à ce groupe d'Ansardine, qui agissent au nord et au centre du pays. Et puis il y a un grand groupe concurrent qui ne le serait plus autant. Précision, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a fait allégeance à Al-Qaïda. Et il y a un autre grand groupe qui s'appelle l'État islamique au Grand Sahara qui aurait fait allégeance à l'État islamique. Ces deux groupes étaient plus ou moins en concurrence. Aujourd'hui, on n'arrive plus vraiment à savoir s'ils collaborent ensemble ou pas. Pour la simple et bonne raison que la plupart de leurs actions sont clandestines, mais aussi parce que chacun essaye de tirer la couverture à lui et à travers tout un système de propagande et de communication tente d'apparaître comme le groupe djihadiste dominant, la galaxie djihadiste sahélienne et malienne. Alors, ces logiques d'alliance, de désalliance entre groupes djihadistes, elle a abouti à, ou elle est la conséquence un petit peu des deux, à ce qu'on peut appeler une diffusion du conflit, parce que le conflit en tant que tel, ou du moins le conflit dans lequel sont insérés ces groupes djihadistes, ne concerne plus l'unique Mali. Le nord du Burkina est touché, le Niger également. Ces groupes-là cherchent des sanctuaires, entre guillemets. Ils ont également contracté des alliances, là encore, avec, pour le coup, un groupe burkinabé, avec également des groupes nigériens. Et comme toujours, le Mali ou le Sahel ne font pas exception. Moi, j'ai observé exactement les mêmes processus dans d'autres régions du monde, entre autres au Nord-Caucase. Quand on est face à une pression militaire de plus en plus grande, on cherche de nouveaux débouchés, de nouveaux alliés, que ce soit dans cette galaxie djihadiste, il y a une convergence idéologique qui peut faciliter le rapprochement, ou alors auprès d'autres acteurs armés non étatiques, des groupes insurgés, mais aussi des réseaux criminalisés. Adam serait peut-être plus à même que moi de revenir sur le lien qu'il y a ou la relation qu'il y a entre ces groupes djihadistes et ces réseaux criminalisés. Moi, ce que je dis dans le rapport, c'est que finalement, ils sont tous enchâssés les uns dans les autres et on a beaucoup de mal à les distinguer, tout simplement parce que ce sont certaines familles, certains clans, certaines tribus qui vont prendre part à ce que nous, on appelle ici un certain nombre de trafics. Et qui vont pouvoir, par la bande, financer directement ou indirectement certains de ces groupes djihadistes qui sont donc des acteurs centraux de tous ces trafics que l'on peut observer dans la région. Bruno m'avait demandé en conclusion d'aborder une question, faut-il négocier avec les terroristes ? Et c'est une question qui a été posée officiellement par certains hommes politiques maliens, en sachant, comme je l'ai précisé, que certains de ces chefs djihadistes sont maliens, sont très implantés au niveau local. Est-ce qu'ils pourraient finalement servir de levier ?
Est-ce qu'on pourrait non pas les inclure à la table des négociations, à la table des signataires de l'accord de Bamako, parce que dès le départ, on les a exclus, mais au moins négocier en sous-main avec eux, de manière à tenter de contenir un certain nombre de violences et contenir l'avancée des groupes djihadistes dans le centre du pays. Le gouvernement malien est clair là-dessus, c'est non. Les Français sont clairs, c'est non. Mais en sous-main, on sait que quelques négociations ont eu lieu, qui n'ont abouti à rien en l'état. Mais moi, je pense que la question, elle est mal posée. Poser la question, est-ce qu'on peut négocier avec des terroristes, la réponse en général, elle est non. Elle est non parce que, comme vous le savez, le terme de terrorisme est entouré de connotations très négatives, péjoratives. Moi, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est comment démêler aujourd'hui les chevaux maliens, dans lesquels les groupes djihadistes constituent un maillage certes important, mais ils ne constituent pas le seul maillage. Il me semble qu'aujourd'hui, mais ça mes collègues sont plus à même que moi de l'aborder, on a tendance à voir ce conflit simplement au prisme de la guerre contre le terrorisme, mais on n'aborde pas suffisamment les tensions qui le nourrissent, à savoir, on n'aborde pas non plus suffisamment l'absence d'État ou la déficience de l'État malien dans certaines régions, pas plus qu'on aborde des questions liées au contrôle de la criminalité organisée. Voilà, je pense que je m'arrêterai là. Merci. C'est un peu désordonné, mais en fait. Non, très bien. Merci. De résumer en 10 minutes, 45 pages. On essaie d'apporter de la nuance, on essaie de... Alors, attendez. La conclusion, c'est lisez le rapport. Lisez le rapport, ouais, voilà. Merci, donc, le rapport est déjà disponible sur le site de Francopaix. Donc, vous pouvez y avoir accès.